Merci, cher maître. Permettez-nous d'abord de remercier la Société camerounaise de cardiologie de nous donner l'opportunité de participer à cette journée pour vous présenter notre travail portant sur les valvulopathies rhumatismales en ses aspects épidémiologiques et thérapeutiques. Il s'agit d'un travail réalisé au service cardiologie de femmes. Les valvulopathies rhumatismales constituent une complication redoutable du rhumatisme articulaire aigu. Il s'agit d'une pathologie qui est fréquente en Afrique. Dans l'étude par l'Afrique menée par notre maître professeur King et professeur Ward, on avait une prévalence de 12,3%. Au Sénégal, en 2002, Diao et collaborateurs avaient retrouvé une prévalence hospitalière de 30%. Dans l'étude de Gaïdé, menée dans les écoles coraniques, chez les enfants, on avait une prévalence de 4,9 pour 1000. Il s'agit d'un problème de santé publique, mais surtout de déperdition scolaire. Et en absence de prise en charge précoce, adaptée, ça expose à des risques de complications qui sont souvent mortelles. L'objectif général de ce travail, c'était de déterminer les profils épidémiologiques, thérapeutiques des patients porteurs de valvulopathie rhumatismale. Et de façon spécifique, nous avons décrit les signes cliniques et paracliniques, mais aussi nous avons évalué le suivi à long terme pendant 1 an. Pour ce faire, nous avons mené une étude rétrospective, descriptive et analytique couvrant une période de 30 mois, allant de janvier 2017 à juin 2019. Étaient inclus dans cette étude tous les patients ayant bénéficié d'une échodoppler cardiaque confirmant le diagnostic de valvulopathie rhumatismale et qui étaient hospitalisés durant la période d'étude dans l'un des services. Et les paramètres étudiés, c'était des données socio-démographiques, les antécédents et les aspects cliniques et paracliniques, le type de prise en charge, mais aussi le pronostic à 1 an. Au total, nous avons inclus 102 patients. L'âge moyen de nos patients était de 20 ans et on notait que plus de la moitié étaient âgés de moins de 16 ans. Et le sexe ratio était de 1,1 en faveur des hommes. 42% de nos patients résidaient en zone rurale et on retrouvait aussi un niveau socio-économique qui était bas chez 8 patients sur 10. Seulement 1/3 de nos patients étaient scolarisés et parmi ces patients scolarisés, plus de la moitié avaient arrêté leurs études à cause de la maladie. Donc, 1/3 de nos patients étaient scolarisés et parmi ces patients scolarisés, plus de la moitié avaient arrêté leurs études à cause de la maladie. Au niveau des antécédents étaient dominés par les angines à répétition et les polyarthralgies. Donc, 40 patients avaient des angines, 35 avaient des antécédents de polyarthralgie. En dehors des antécédents d'angines à répétition et de polyarthralgie, 46 patients, soit 49,5% de nos patients, avaient présenté une décompensation cardiaque ultérieure. Et on notait plus d'une dizaine avaient plusieurs hospitalisations. Et les motifs d'hospitalisation étaient classiquement une chirurgie programmée chez 56 patients ou suivi de la décompensation cardiaque chez 43 patients. Sur le plan électrique, on retrouvait surtout des signes de surcharge ventriculaire gauche, à savoir soit une hypertrophie auriculaire gauche ou une hypertrophie ventriculaire gauche, et le trouble du rythme le plus fréquent, c'était la fibrillation auriculaire. Les atteintes monovalvulaires à l'échocardiographie étaient dominées par l'insuffisance mitrale et suivies de l'association maladie mitrale, à savoir une IM associée à un rétrécissement mitral. Sur cette coupe échocardiographique en paracernal à grand axe, nous voyons qu'il existe une fuite mitrale au Doppler couleur avec une diminution du mouvement de la petite valve et les cordages qui sont fusionnés. Pour les atteintes polyvalvulaires, à l'écho, on retrouvait surtout l'association de fuite mitrale et de fuite aortique est suivie par l'association de maladie mitrale associée à une insuffisance aortique. 23 de nos patients avaient bénéficié d'une échographie transœsophagène qui a permis de conclure à 10 insuffisances mitrales pures,
4 sténoses mitrales pures et par ailleurs on a trouvé 5 cas d'endocardite infectieuse. Pour la prise en charge médicale, tous nos patients étaient sous traitement diurétique. Nos patients sur 10 avaient un traitement anticoagulant et le reste du traitement était dominé par soit les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des antibiotiques, mais aussi une supplémentation en fer. Nous avons eu à réaliser 3 cas de commissuriectomie mitrale. C'est le cas de ce patient qui avait une surface mitrale à 0,7 cm² à la planimétrie et un gradient moyen à 22. Donc après commissuriectomie mitrale, la surface est passée de 0,7 à 1,6 et le gradient a diminué de 24 mm de mercure à 4 mm de mercure. De même, nous avons noté une chute des pressions artérielles pulmonaires systolique. 75 patients avaient bénéficié d'un traitement chirurgical qui était constitué soit d'une plastie chez 7 patients d'une 10, 4% de nos patients avaient bénéficié d'une prothèse et 65% des patients avaient eu une prothèse mécanique. Donc ici nous vous montrons le cas d'un patient qui avait un rétrécissement mitral. Donc ici nous voyons qu'il y avait une fusion des commissures. Donc c'est une chirurgie qui a été réalisée par l'équipe locale et ils sont en train de placer la prothèse. Donc plusieurs types de chirurgies ont été réalisées, mais en majorité les chirurgiens faisaient beaucoup plus de plastie mitrale et tricuspide, mais aussi de remplacement de valves mitrales mécaniques associées à une plastie tricuspide. Sur le plan évolutif, 58% des cas, on avait une évolution favorable. Et parmi les patients opérés, les complications qui prédominaient, c'était les complications infectieuses, 65%, suivies des troubles d'urine dans 50% des cas. Et malheureusement, nous avons noté 2 cas de décès. Pour les patients qui avaient bénéficié d'une commissuriectomie mitrale, aucune complication, juste un décès à la sortie de l'hôpital. Et pour les patients non opérés, c'est surtout les complications étaient dominées par une insuffisance cardiaque persistante et malheureusement le taux de décès était beaucoup plus important, 11 décès. Cependant, 28 patients étaient perdus de vue. Et ces résultats nous suscitent quelques commentaires. Donc les valvulopathies rhumatismales sont fréquentes dans la population juvénile. On a vu que 50%, plus de 50% de nos patients avaient moins de 16 ans. Et en général, c'est des enfants qui vivent dans des conditions socio-économiques qui sont défavorables. On note souvent des épisodes de décompensation cardiaque en absence de prise en charge correcte. Et sur le plan échocardiographique, l'atteinte la plus fréquente, c'était l'atteinte de la valve mitrale. Et la chirurgie est réalisée que pour certains patients. Nous, on a eu 75 patients qui ont bénéficié de la chirurgie. Donc, toutes des complications fréquentes, mais aussi la mortalité est non négligeable. En conclusion, Monsieur le Président, chers congressistes, nous disons que les valvulopathies rhumatismales restent fréquentes dans nos pays sous-développés. Elles doivent être détectées plus précocement pour une meilleure prise en charge. Le traitement chirurgical reste le pilier, mais fait souvent défaut du fait des contraintes financières et techniques. Et l'importance doit se baser surtout sur la prévention du rhumatisme articulaire aigu. Nous vous remercions de votre attention.